Nous sommes ici effectivement réunis pour lancer de façon plus officielle la résidence d'auteurs de bande dessinée que les archives municipales ont initiée en ce début d'année 2020. Et donc à l'occasion de ce projet, les archives municipales ont lancé en fait un appel à projet auprès des auteurs de bande dessinée. Le nom de cette résidence que nous avons choisi, c'est Synthé Histoire dessinée, la BD s'invite aux archives. Donc effectivement, au début de l'année et dans le cadre de l'événement BD 2020 qui est porté par le ministère des Affaires culturelles, le ministère de la Culture, nous avons décidé aux archives municipales de lancer un appel à projet pour une résidence d'auteurs de bande dessinée. À cette occasion, nous avons reçu une dizaine de dossiers et nous avons procédé à quelques entretiens et avons retenu le projet présenté par deux auteurs, Domitia Tosato et Baptiste Deraille, qui sont tous deux auteurs de bande dessinée et qui vont tout de suite rapidement se présenter. Nous avons décidé pour ce lancement du projet également d'inviter deux chercheurs. Michel Depère, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Jean Monnet et spécialiste du patrimoine, et Michel Rothenberg, professeur de sociologie également à l'université Jean Monnet, spécialiste des représentations des villes post-industrielles. Nous avons décidé de les rassembler tous les quatre aujourd'hui parce que le sujet que nous avons choisi de proposer aux auteurs, c'était effectivement de souligner un peu les enjeux de la mise en récit et en image de l'histoire d'une ville, en l'occurrence l'histoire de Saint-Étienne, avec un angle assez précis qui est la période 1816-1914, la naissance d'une ville. Voilà pourquoi nous réunissons également Michel Depère et Michel Rothenberg sur ce lancement. Alors nous remercions la médiathèque tarentaise de nous accueillir pour ce lancement. Et je redonne peut-être la parole à Adriana pour raconter un peu l'histoire des liens entre la médiathèque et la bande dessinée à Saint-Étienne. Donc voilà, pour la bande dessinée, ça fait déjà plusieurs années qu'à la médiathèque de Tarentaise, on essaie de faire, pas qu'à Tarentaise, l'ensemble des médiathèques, on essaie de faire un focus sur la bande dessinée à Saint-Étienne. On s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'il y a un vivier, qu'il n'y a pas d'école, mais qu'il y a énormément d'auteurs. Et on a déjà organisé plusieurs événements. On a commencé par une table ronde qui s'appelait la bande de Stéphane la supporte, la bande dessinée Stéphane la supporte bien. On a fait des battles BD, on a fait plusieurs ateliers et récemment on a fait au mois d'octobre un Oulibapo, donc une création collective avec des BDistes et des dessinateurs. Et donc ce partenariat rentrait parfaitement dans notre petite ambition sur la bande dessinée, d'où le fait d'être partenaire et c'est très sympathique. Est partenaire sur ce projet le CHU de Saint-Étienne dans le cadre d'une convention culture santé. Alors je vais en tout premier lieu passer la parole à Baptiste Deraille et Domitia Tosato, que nous sommes heureux d'accueillir et d'avoir choisi pour cette résidence. Bon, je commence. Bonjour à tous, je suis Domitia Tosato, je suis dessinatrice BDiste et j'habite à Saint-Étienne depuis 2016, donc je sais pas si c'est une nouvelle. Et voilà, depuis un moment, j'ai fait de la bande dessinée et surtout, j'ai commencé à faire de la bande dessinée à Angoulême, où j'ai étudié et j'ai fait un master là-bas. Et depuis Angoulême, j'ai créé des bandes dessinées qui ont été publiées dans des ouvrages collectifs avec d'autres auteurs de bandes dessinées. Et moi je m'appelle Baptiste Deraille, donc tout comme Domitia, j'ai fait un master en bande dessinée à Angoulême. Et moi je suis donc né à Saint-Étienne, donc on va dire que je connais la ville depuis les années 90. Et après, quand on était à Angoulême, on a l'habitude de créer des petits collectifs pour faire de la bande dessinée entre nous et un peu développer pour pouvoir nous faire travailler
sur des récits rapides. Du coup, on a monté un collectif qui s'appelle EINA, avec lequel on imprime des bandes dessinées en sérigraphie, on fait des illustrations, on fait des concerts dessinés, on développe un peu un travail autour de la bande dessinée, notamment sur des recueils de bande dessinée, des résidences et du travaux collectifs. Donc voilà, donc on a fait plusieurs bouquins qui sont là, ici, et notamment le dernier qui traite de Saint-Étienne, qui s'appelle Le Fond du Jour et qu'on a réalisé durant l'exposition Catastrophe qui est en ce moment encore au musée. Et l'idée, c'était de venir faire une résidence de création d'une semaine, 2 semaines. On s'est baladé dans le musée, on a rencontré les équipes du musée et chaque auteur a tiré quelque chose qui l'intéressait vraiment pour créer une histoire sur le sujet des catastrophes minières. Voilà. Et autre chose, en ce moment, du coup je présente un peu mon travail. En ce moment, je réalise une bande dessinée qui se passe vraiment à Saint-Étienne, sur la manufacture d'armes, sur la masse. Et voilà, donc c'est un projet que je fais depuis 5 ans et que j'ai enfin fini. Avec cette période du Covid, j'avais plus de temps. Du coup, j'ai pu finir les dernières planches, voilà, et ça sortira en octobre. Merci. Alors, peut-être en vous laissant encore un peu la parole à tous les deux, quand vous avez vu cet appel à projet, qu'est-ce qui vous a intéressé? Quel regard vous avez eu envie de porter finalement sur ce moment de l'histoire de la ville? Voilà, vous pouvez peut-être commencer aussi à évoquer les interrogations que ça a suscité en vous, ce qui permettra peut-être ensuite à Michel Depère ou à Michel Rothenberg de réagir à vos premiers questionnements. Du coup, c'est vrai que quand on a vu l'appel à projet, j'étais déjà en train de travailler un peu sur la ville et j'étais notamment en train de travailler sur... je m'étais jamais demandé vraiment l'évolution de la ville, en fait. Et du coup, j'ai commencé pour mon précédent projet à faire des recherches, genre est-ce que ce bar était là dans les années 60, et d'avoir envie en fait d'en savoir plus. Et là, la période proposée par les archives, qui est beaucoup plus ancienne que ce que j'ai jamais essayé de regarder. Moi, je me rendais surtout sur après-guerre. À partir de 1918, je me suis un peu renseigné, voilà. Mais tout ce qui se passe avant, c'est vrai que c'était pas trop... je n'avais vraiment aucune idée de ce que je connaissais des histoires, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment bien travaillé ça, donc on ne sait pas trop. Et du coup, ça m'intéressait, et c'est vrai que la dernière réunion qu'on a faite, notamment avec Michel et Michel, c'était... on a appris en 1 heure, on a appris plein de trucs, on a découvert plein de trucs hyper intéressants, et du coup, ça donne envie de se plonger à la fois dans toute l'iconographie et tous les journaux et tout. Voilà. Alors peut-être Michel Depère pour commencer. Donc on a choisi ces bornes chronologiques 1816-1914. Alors peut-être revenir sur le début de la période 1816. Et puis je sais que dans les échanges qu'on a eus pour préparer cette rencontre, la date de 1855 aussi a été beaucoup évoquée. Peut-être vous pourriez nous donner quelques repères importants dans ce siècle finalement. Oui, 1816 c'est une date très importante pour 2 raisons. D'abord parce que c'est l'installation de la première machine à vapeur à Saint-Étienne. Et donc cela marque bien l'intérêt que l'on prend à ce processus d'industrialisation et de modernisation. Et puis concomitamment, c'est l'établissement par Bonnier de ce que l'on appelle à l'époque l'école des mineurs et qui est l'ancêtre de l'école des mines. Et là encore, c'est lié à ce processus d'industrialisation qui a commencé bien antérieurement. Il ne faudrait pas, je pense, le limiter à cette période de l'immédiate chute du Premier Empire. Dès l'avant-révolution, il y a un processus d'industrialisation qui est amorcé notamment dans le domaine du textile. Donc là, nous sommes vraiment tout à fait au début
à la genèse, dirais-je même, de ces grands moments d'industrialisation qui s'intensifient je dirais presque jusqu'aux années 1880. Nous avons, quand on regarde une courbe de la croissance industrielle et économique de la ville, nous avons une augmentation exponentielle de la production jusque vers 1880, date à laquelle se place une grande crise que nous avons tendance à beaucoup oublier. Pour le 19e siècle, c'est presque l'équivalent de 1929. Et là, on voit qu'à Saint-Étienne, il y a une stagnation, voire à certains moments des régressions. Et cela nous amène ainsi à 1914, où Saint-Étienne est incontestablement considéré comme l'un des premiers foyers industriels de France. Nous sommes la 7e ville de France. La ville a véritablement, à ce moment-là, atteint presque une sorte d'apogée. Alors, entre 1816 et 1914, se place effectivement cette date très très importante, qui est 1855. Très importante d'abord parce que il y a l'agrégation de 5 villes, disons bourgs, qui constituent la ville de Saint-Étienne et qui lui permettent d'avoir une taille tout à fait importante pour ses équipements, pour collecter suffisamment d'impôts afin de se déployer géographiquement et pour ses équipements. Et puis d'autre part, 1855, c'est le moment où, après de très longues tergiversations, de très longues discussions avec Montbrison d'un côté et le pouvoir central, Saint-Étienne devient chef-lieu du département de la Loire. C'est la reconnaissance de son poids démographique, de son poids industriel, non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle nationale. Alors après, si on essaye de s'intéresser un peu plus un peu à l'imaginaire et aux représentations que les habitants d'aujourd'hui ont de leur ville, Michel Rothenberg, est-ce que vous pourriez essayer de nous brosser un peu le Saint-Étienne du 19e siècle à travers un petit peu les symboles plus ou moins attendus qu'on peut avoir de cette époque? Oui, c'est un petit peu compliqué parce que les Stéphanois d'aujourd'hui ne se remémorent pas forcément le 19e siècle et c'est pas forcément les images du 19e siècle qu'ils auront dans leur représentation d'aujourd'hui. En revanche, beaucoup de choses ont été construites au 19e siècle et qui se transmettent de génération en génération, des représentations, des images, un certain nombre d'idées sur ce qu'est la ville. Et ces représentations ont un lien plus ou moins fidèle avec l'histoire que vient d'évoquer Michel. Parfois c'est proche, parfois c'est peut-être un petit peu différent. Et on pourrait, pour brosser les choses de manière très synthétique, dire qu'il y a un certain nombre de couleurs qui sont appliquées à Saint-Étienne et qu'on retrouve sur une certaine relativement longue durée. On parle beaucoup de Saint-Étienne ville noire. Il n'y a pas que Saint-Étienne, Manchester était une ville noire, il y a beaucoup d'autres villes noires. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le nord de la France et on parle aussi d'une région de ville noire dans le nord de la France. Bon, mais Saint-Étienne, c'est resté quelque chose de très fort ici. Et cette image de Saint-Étienne ville noire continue à être véhiculée aujourd'hui. Elle a des images alternatives. Saint-Étienne, ce n'est pas qu'une ville noire, et quand on creuse, quand on interroge aussi un peu les gens, encore aujourd'hui, d'autres couleurs émergent. Par exemple, la ville rouge, Saint-Étienne ville rouge, c'est-à-dire ville aussi de la sidérurgie, des forges. Et quand on arrivait de Lyon par le train au 19e siècle, hein, on voyait la ville rougeoyée, en particulier le soir, sur les coteaux. Mais le rouge, c'est aussi le rouge de la révolte. Hein, il ne faut pas oublier que Saint-Étienne et l'ensemble du bassin stéphanois ont été des régions qui ont connu de nombreuses révoltes ouvrières, qui ont connu un certain nombre de tueries, de conflits entre la police
et les ouvriers ou les mineurs. Et Saint-Étienne est aussi une ville, et la région est aussi une région qui a une forte tradition anarcho-syndicaliste, et dans lesquelles le rouge de la révolte est encore aujourd'hui repris par un certain nombre de mouvements. Alors, certains d'entre vous ici connaissent probablement le festival Avatarium, qui pendant longtemps s'est tenu pas loin d'ici. Ce festival Avatarium est l'héritier du mouvement punk saint-stéphanois des années 70, qui lui-même, d'une certaine manière, s'inscrit dans cette filiation, et qui est assez propre à la ville de Saint-Étienne. Bon, puis Saint-Étienne, vous savez, c'est aussi la ville verte, mais ça ne remonte pas tellement au 19e siècle, c'est plutôt un peu plus récent. Hein, ça, vous savez, ça date de Casino, ça date de la SS. Mais il y a déjà au 19e siècle, on le voit, un certain nombre d'auteurs qui vont évoquer cette couleur, mais pas tellement dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt pour déplorer l'environnement de Saint-Étienne, qui est un environnement déboisé, pelé, des collines pelées. Et les forêts du Pilat, ou les forêts qui environnent Saint-Étienne à l'époque, hein, ont été réduites à l'état de bois de chauffage, ou de bois pour l'industrie, ou de bois pour les mines, pour soutenir les galeries. Et donc c'est derrière cette couleur noire qui est très souvent évoquée, hein, il y a un certain nombre d'alternatives, et je dis ça pour bien aussi signaler qu'il n'y a pas qu'une seule représentation. Les représentations sont toujours multiples. Hein. Saint-Étienne, c'est une ville populaire, mais c'est aussi une ville bourgeoise, c'est aussi une ville industrielle, mais c'est aussi une ville rurale. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, merci. Alors peut-être Baptiste ou Domidia, déjà de ce que vous venez d'entendre, et notamment dans la façon de représenter la ville, je pense que c'est quelque chose qui va vous interroger durant cette résidence. Est-ce que vous avez déjà des idées qui ont émergé, ou est-ce que vous attendez encore peut-être une partie de la résidence va consister dans la recherche dans nos fonds d'archives? Qu'est-ce que vous en attendez? Et effectivement, par rapport à ces représentations, est-ce que vous avez plutôt envie d'aller explorer d'autres imaginaires? Ouais, je pense que pour l'instant, la piste qui, moi personnellement, m'intrigue le plus, c'est exactement ce que Michel vient de dire. Ces différentes villes qui se sont... c'est comme si dans Saint-Étienne, il y a plusieurs villes dedans et plusieurs noms. Pendant la dernière réunion qu'on a eue, il y a pas seulement Ville Noire et Ville Rouge, mais il y a aussi a été évoquée la phrase ville des capitales des taudis, la ville des parvenus, et la ville, après la ville des armes, des cycles et des rubans. Voilà, il y a plein de noms qui se sont succédés l'un après l'autre. Et voilà, ça c'est la chose qui m'intrigue le plus. Et j'espère que dans les archives, en cherchant dans les archives, on arrive plus à mettre ordre aussi dans toute cette idée. Parce que justement, il y a comme différentes choses qui se surposent sur le temps. Et voilà, je suis confiante de trouver souvent ce qu'il nous faut pour enrichir notre imaginaire. Et c'est très bien aussi de briser presque que Saint-Étienne a été dit que Saint-Étienne était très regardante sur son image, et essayait sans cesse de changer son image. Comme déjà dans des conseils municipaux de 1800, il voulait plus être la ville noire, il voulait trouver une nouvelle façon d'appeler la ville, que la ville ait une sorte de nouvelle, comment on peut dire, écho en France, qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Et du coup, c'est beau aussi d'aller chercher dans les représentations, que ce soit dans les textes des voyageurs, que ce soit dans les textes des conseils municipaux avec les comptes rendus, que ce soit dans les journaux, où il y avait beaucoup de journaux à l'époque qui devaient documenter ça. C'est d'aller chercher aussi les images autres de la ville de l'époque. Ça veut dire que c'était pas forcément
les grands bâtiments qui sont sur toutes les cartes postales de cette époque, qui sont intéressants, ils seront intéressants bien sûr, mais c'est aussi d'aller voir aussi les quartiers un peu délaissés, les quartiers qui ont été essayés, où les architectes ont essayé de repenser les quartiers entiers pour que ça soit plus agréable. On a parlé par exemple la dernière fois de la création du cours Foriel, qui était une avenue qui menait sur du rien. Du coup, c'était assez marrant de voir. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi ils ont construit cette avenue. Et ça, bien sûr, on aura les réponses aux archives et aussi avec les historiens qui nous aident sur ces réponses-là. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée qui me semble aussi intéressante sur Saint-Étienne. On a fait avec une collègue Danielle Méo, il y a 2-3 ans, on a fait travailler un photographe, Guillaume Bonnel, et qui a fait une espèce d'atlas photographique de Saint-Étienne. Et ce qu'on voit très bien à travers il a pris des centaines de photographies de Saint-Étienne, un livre est sorti récemment, et ce qu'on voit très bien en fait, c'est qu'il y a un urbanisme très particulier à Saint-Étienne. C'est une ville qui est bricolée, Saint-Étienne, d'une certaine manière. Le fait de ne pas avoir de plan d'urbanisme très rigoureux a eu l'effet inverse à celui auquel on pourrait s'attendre, c'est qu'il y a une véritable identité urbaine et visuelle sur Saint-Étienne. Alors ça, est-ce que c'était déjà le cas au XIXe siècle? Est-ce que cet urbanisme un peu qui part un peu dans tous les sens au XIXe siècle est déjà là? Je ne sais pas, peut-être que Michel a une idée là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus particulier et plus propre à Saint-Étienne que cette idée de ville noire, que ces représentations qu'on colporte un petit peu partout. Il me semble que Saint-Étienne, c'est d'abord une ville champignon. On l'a un petit peu dit de manière sous-jacente. Il faut bien dire qu'en 1821, il y a 31 500 habitants à peu près à Saint-Étienne. En 1911, dernier recensement avant la Grande Guerre, on est à 145 000 et d'après les historiens, probablement plutôt aux alentours de 170 000. Ça veut dire que la ville a cru de 370%. Ça signifie donc qu'il est difficile de réfléchir probablement au fur et à mesure à un urbanisme qui puisse répondre à toutes les demandes, s'agissant en plus d'une zone minière, où il y a donc des tréfonds, où il y a des problèmes d'exploitation, des puits de mines très nombreux, qu'il y a des installations industrielles, etc. etc. Au fond, c'est un petit peu, comme l'a dit Michel, une ville faite de briques et de broc. Hein. Et la date fatidique de ce point de vue-là, et on se rapproche de 1816 dont on parlait tout à l'heure, c'est les années 1820, c'est la décennie 1820, lorsque le maire Salichon, dont le nom est aujourd'hui complètement oublié, décide de demander qu'il y ait une permutation, une modification de l'orientation de l'axe de constitution de la ville. Dalgabio, à ce moment-là, propose que l'axe directeur qui était est-ouest, Lyon-le-Puy globalement, puisqu'on était en relation, Saint-Étienne était ainsi en relation avec aussi bien la vallée du Rhône qu'avec le Puy et par-delà Toulouse, eh bien cet axe-là permute et qu'il soit désormais nord-sud, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, puisque nous butons au sud sur cet énorme horst granitique qu'est le Gizeh. Ça ne conduit à rien là non plus. Hein. Bon. Mais il semble que pour les élites économiques, sociales, politiques, cela donne une nouvelle cohérence à la ville. Et à partir de là, on va se trouver devant cette espèce de palimpseste extrêmement curieux du quadrillage de Dalgabio qui se surimpose sur l'ancien réseau de voies, de routes, de rues, si bien que l'on se trouve parfois devant des sections de routes ou de rues qui traversent ce qu'on appelle aujourd'hui la Grand Rue et qui sont les reliquats, les traces. On parlait tout à l'heure de mémoire ou de patrimoine, je crois que c'est très net ici, c'est les traces de cette première stratification, cette première expansion qui était finalement très anarchique. On a voulu mettre de l'ordre, ce fut quand même d'une part très partiel
et d'autre part, en bonne partie, inachevé parce qu'il n'y a pas eu la continuité politique nécessaire. Alors on parle de la naissance et de la croissance d'une ville, d'essor démographique, hein, d'un boom vraiment de la population. Tout à fait. Alors à la clé, un certain nombre de besoins en équipement, en structure, en bâtiments publics. Peut-être vous pourriez brosser rapidement quelques bâtiments un petit peu notables, incontournables, qui ont jalonné ce siècle. On va revenir sur l'axe directeur de Dal Gabbio. Quand on regarde l'organisation de cet espace, on voit que ce que les Stéphanois appellent la grande rue, voire la grande artère, tout est grand à Saint-Étienne, hein, la grande église, la grande rue, la grande artère, bon. Eh bien nous avons des alternances. Nous avons des bâtiments officiels, la mairie, nous avons la préfecture à la fin du 19e siècle, et puis nous avons des places. Le tout est construit sur le bord de cet axe, et cela va depuis l'abattoir au nord de la ville jusqu'à la prison tout à fait au sud. La seule petite modification, elle intervient à l'extrême fin du 19e siècle, avec la percée d'une sorte d'autre axe perpendiculaire, une sorte de cardo qui recoupait le Decumanus, qui est l'avenue du Président Faure, c'est-à-dire l'avenue aujourd'hui de la Libération. Bon. Et où là, on va avoir, c'est postérieur à la Grande Guerre, d'autres bâtiments un petit peu officiels. Je pense par exemple à la Grand Poste. Et puis un petit peu avant la fin du 19e siècle, le lycée Claude Feriel en 1890. Enfin, le lycée qui ne s'appelait pas Claude Feriel à l'époque. Donc on voit bien comment ce grand axe a vraiment structuré l'installation des grands bâtiments officiels, et puis des grands espaces, place Marengo, place de l'Hôtel de Ville, place Badouillère, où là nous avions une sociologie un petit peu différente, puisqu'il ne s'agissait plus des représentations politiques, mais plutôt du quartier de la bonne bourgeoisie stéphanoise. C'est vrai qu'un truc qui nous intéresse, je change un peu de sujet, et c'est un truc qui nous intéressait vraiment aussi, c'est de placer aussi Saint-Étienne par rapport aux autres endroits aussi de France, genre quel est le rapport en 1850 entre Saint-Étienne et Lyon, par exemple, ou Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, ou des choses comme ça, sur comment sont dessinés les axes, comment vont les passages, est-ce que Saint-Étienne est un lieu de passage, ou est-ce que Saint-Étienne est le fond du trou de la vallée du Gier, ou est-ce que voilà. Et notamment donc aussi parler des chemins, des voies ferrées qui sont très importants. Là, je crois que c'est la première voie ferrée de France et pas loin. Oui. Et voilà, et comment tout cela, comment a été réalisé tout cela? Est-ce que c'est à dessein, ou c'est un truc d'économie qui a engendré ça, ou ils se sont dit qu'ils ont testé avec Saint-Étienne des nouveaux trucs. Enfin voilà, moi j'ai envie de savoir ça aussi. Michel, tu veux... Je sais pas trop comment répondre, parce que c'est vraiment une question qui est posée à l'historien. Faut pas te alors, comme ça. je ne me dérobe pas. Historiquement, le grand axe, il est quand même la vallée du Rhône, le sud-ouest, et Saint-Étienne, de ce point de vue-là, est un nœud de communication, puisque c'est ce qui permet le passage finalement entre ces deux espaces. Mais il y a eu effectivement en 1827, et on revient encore tout à fait au début du 19e siècle, qui est vraiment à mon avis beaucoup plus crucial qu'on ne le pense. Il y a eu en 1827 la première ligne de chemin de fer, attention, pas pour voyageurs, hein, uniquement pour Pont-d'Éreux, notamment pour le charbon, qui va de Saint-Étienne à Andrézieux. Pourquoi? Parce qu'ensuite on rejoint la Loire, et ainsi on peut conduire ce charbon jusqu'à la région parisienne.
Bien. Et puis la deuxième ligne, c'est du 132, c'est vers Lyon. Et la troisième, on a tendance un peu à l'oublier, c'est 33, et c'est vers Roanne. Donc on voit que finalement la partie sud-ouest est un peu négligée. C'est un petit peu après que l'on se retournera sur l'intérieur du Massif central. Je fais quand même remarquer une petite chose, c'est que cette question des communications est certainement beaucoup plus importante qu'on ne le croit, jusqu'en 1944, car si Saint-Étienne était bombardée, c'était bel et bien parce qu'il s'agissait de bloquer le repli des troupes allemandes du sud-ouest vers la vallée du Rhône. Donc on retrouve ici, paradoxalement et d'une manière tragique, notre rôle de mise en relation entre l'Est et l'Ouest de la France. Voilà. Alors, la grande question pour les communications, c'est que jusqu'à la Révolution, ces routes sont en bonne partie pas abandonnées, mais très mal entretenues, à part les grandes voies royales. Je ne parle pas de la Révolution, le réseau des voies de communication est dans un état abominable après la Révolution, et c'est à nouveau à partir du XIXe siècle que l'on voit se constituer de nouvelles routes, notamment cette route nationale, elle devient sous Charles X, qui conduit à Roanne et par-delà à Paris. Ai-je répondu? Oh oui. Alors moi je vais revenir peut-être un petit peu à votre travail, Baptiste et Domitia. Dans le projet que vous nous avez proposé, vous établissez des liens très forts avec la photographie en particulier. Du coup c'est un support avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous souhaitez l'intégrer dans ce projet? Vas-y, vas-y. Ouais, pendant au Beaux-Arts, j'avais utilisé la technique du cliché vert. C'est une technique où en fait, tu peux dessiner en utilisant la lumière et les feuilles photosensibles que tu utilises aussi pour développer la photographie de façon analogique. Et à l'époque, j'avais beaucoup aimé cette technique. Et en fait, cette période-là, sur quoi est basée la résidence, il y a eu surtout la naissance de la photographie. Et il y a eu l'invention de la photographie. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes qui ont utilisé vraiment les techniques la technologie liée à la photosensibilité, à la façon de développer des images grâce à la lumière. Voilà, il y a eu beaucoup d'expérimentations autour de ça. Voilà, et en regardant pendant qu'on a fait la résidence à la mine, on a vu, je suis tombée sur la figure de Félix Thiollier, qui est un photographe très connu ici à Saint-Étienne, qui était stéphanois, et qui lui aussi, à sa façon, faisait d'expérimentation avec la photographie. Voilà, je n'ai pas trop bien clair comment utiliser ça, mais je pense qu'il y a un lien à exploiter par rapport aussi à quel rôle a eu la photographie pour documenter aussi et pour noter et laisser une trace des changements qui peuvent être des changements nubiles par exemple. Voilà. Je ne suis pas trop claire, mais je pense que c'est peut-être ça la piste. Et puis il y a le fait que comme on doit dessiner des espaces, et surtout nous ce qu'on fait c'est essayer de recréer une ambiance. Du coup très simplement la photographie nous aide à dessiner des ambiances parce que c'est plus simple pour se remémorer. Même si on a une toute petite photo, par exemple on a vu là une des plus vieilles photos
qui était un quartier, un vieux quartier de Saint-Étienne, qui était à la place du cours Victor Hugo, avant que la Bourse du Travail soit construite, qui ressemblait à une sorte de bidonville, ouais, de maisons faites de bois agencé. Et ça nous donne une idée de pratiquement tout le reste de la ville. Par imagination, on sait que ce quartier est comme ça, donc ça veut dire qu'ils construisaient les maisons de cette façon. Ça veut dire que si je dois dessiner une rue qui est à l'opposé, ça ne sera peut-être pas le même agencement, mais ça sera quelque chose de similaire. Donc ça donne déjà une forte idée de l'ambiance. Et si avec juste cette photo, on rajoute des textes de description, on sait par exemple, quand il parle une maison faite de briques et de broc, on peut la dessiner. Donc si jamais il en parle à un autre endroit, on sait qu'elle ressemblera à ça. Et ainsi de suite, on peut essayer de créer l'unité, une sorte de cohérence visuelle en ayant du matériel photographique. Plus il y en a, moins on fait d'erreurs et plus on est plausible dans notre récit. Et le but, c'est d'essayer d'être le plus juste possible, pas forcément dire la vérité, mais au moins être le plus vrai, le vraisemblable, pour pas que ça soit des choses fantasques. Je voulais revenir sur la photo, c'est effectivement une bonne entrée pour comprendre Saint-Étienne, surtout qu'il y a à Saint-Étienne une longue tradition. Vous avez évoqué Thiollier, mais il y en a eu d'autres avant, et il y en aura beaucoup après. Et à Saint-Étienne en particulier, je ne sais pas si c'est une tradition, mais il y a eu beaucoup de photographes qui ont travaillé pour l'industrie et qui ont appris à faire des photos, faisant des photos pour l'industrie, des photos très, très cadrées, qui n'étaient pas des photos de... J'ai oublié le nom, l'appartement, je vais l'oublier. C'était pas des scènes de genre, si vous voulez. C'est vraiment des photos très particulières. Et ces photographes, une fois l'industrie, la grande industrie s'effaçant et la grande industrie ne faisant plus appel aux photographes, sont restés sur le marché du travail. Et ils ont continué à faire des photos. Et il y a aujourd'hui à Saint-Étienne un grand nombre de photographes. Il y a, je ne sais pas, c'est très difficile à dire parce que le statut de photographe est quelque chose d'un peu particulier. Hein. La différence entre un professionnel et un amateur chez photographe, c'est coton. Mais il y a probablement pas loin d'une centaine de photographes à Saint-Étienne qui exposent, qui travaillent, etc. Et moi, je crois que vous auriez intérêt à aller voir ces photographes aussi pour dire autre chose que ce que vous venez de dire. Parce que si vous prenez des photographies de Saint-Étienne, vous verriez que les quartiers du bord du Furan qui sont un peu délaissés, c'était aussi des quartiers au bord de l'eau. Il y avait probablement l'industrie chimique, la teinturerie pour les rubans. Il y avait, je sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, il y avait, quand il y a de l'eau et du textile, il y a souvent des teinturiers qui viennent là. Mais vous allez du côté de Saint-Roch ou dans le quartier des Armuriers, vous avez des maisons qui sont très différentes et vous n'avez pas du tout cet aspect de délabrement à la même époque que vous allez trouver le long du Furan. Donc, et là, vous avez aussi des images. Donc, allez voir les photos, allez voir peut-être aussi ce qu'il y a au musée d'art moderne et contemporain, où il y avait une très belle collection de photos d'art, mais aussi de photos industrielles. Allez piocher de ce côté-là. Aussi, méfiez-vous des représentations. Oui. Les représentations, c'est très bien, mais d'un point de vue historique, c'est souvent faux. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et je pense que ce que vient de dire Michel est extrêmement important. Il n'y a pas d'homogénéité de l'espace stéphanois. On en parlait un tout petit peu la dernière fois. Il y a plutôt une espèce de juxtaposition de quartiers, chaque quartier ayant, je dirais, ses spécificités socio-professionnelles, architecturales, voire historiques. Val-Benoît, c'est quand même la plus vieille église de la région stéphanoise. Bon, il y a une espèce de légitimité, et ce n'est pas, par exemple, le quartier Saint-Roch, même s'il est très proche. Et il me semble qu'il faut peut-être se départir d'une vision un peu... à la fois naïve et peut-être un peu trop stéréotypée, parce qu'il y a des quartiers qui sont extrêmement développés, où il y a un urbanisme et où il y a une architecture tout à fait intéressante et de qualité, et puis d'autres qui sont des portes pour les migrants stéphanois qui viennent
par exemple du Forêt ou de la Haute-Loire ou d'autres départements environnants. Et dans ce cas-là, je pense au quartier de Saint-Edmond, qui est celui que nous sommes en train aujourd'hui d'occuper avec cette bibliothèque. Et là, nous n'aurons pas du tout les mêmes types ni d'installation ni de logement. Donc, ayons bien en tête cette diversité de l'espace. Et diversité également sociologique et socio-professionnelle, ça me semble essentiel. Hein. Il y a des quartiers spécialisés, incontestablement. On ne peut pas ne pas parler d'immigration quand on parle de Saint-Étienne. Oui, mais alors le problème, Michel, c'est que j'ai eu la curiosité d'aller regarder les recensements. Les grandes mutations en la matière, elles sont postérieures à la Grande Guerre. En 1911, qui est le dernier recensement avant la guerre de 1914, seul 1,15% de la population est d'origine non française. C'est quand même tout à fait en opposition avec les représentations que nous en avons, qui datent de l'après 1918. Avec le 19e siècle, nous sommes plutôt devant des brassages qui sont départementaux, extra-départementaux, voire très loin. Nous avons, par exemple, beaucoup de Bourguignons. Bon, mais là encore, il faudrait revoir les représentations. Les Stéphanois sont persuadés que les Altiligériens sont très, très nombreux. En 1911, ils représentent 7% de la population. C'est-à-dire très peu de choses. Donc, on est encore à une époque où nous avons plutôt une très large autochtonie de cette population, 80% à peu près, hein, 80%. La grande transformation, elle est après 1914, où là on a besoin de main-d'œuvre, il faut combler les classes creuses, hein, c'est clair, c'est net. Moi j'ai envie de revenir sur quelque chose. On a parlé tout à l'heure de photographie, mais je pense que c'est aussi important, si on est à Saint-Étienne, de parler de gravure. Si on va parler, par exemple, du catalogue Manu France, la photo était utilisée pour faire de la gravure. Et on a dans les fonds de patrimoine de la médiathèque, on a tous les catalogues de Manu France qui, jusqu'à très très tard, sont restés en gravure. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça en les bonne partie illustrations. postérieure. Je pense que vous avez la fille en gravure. J'ai vu. Et j'ai vu aussi que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gravures aussi, de journaux qui sont aussi hyper intéressants, je pense, à aller chercher. Et oui, la gravure, c'est en plus, nous, on est à la base, on est graveur de formation. Du coup, la gravure, c'est vraiment quelque chose qui nous parle en termes de médium. Et je pense qu'une grande partie des dessins qu'on fera seront faits en gravure. Donc voilà. Une activité fondamentale, ça dit, tiens, hein, gravure sur arme, gravure de toute nature, c'est vraiment essentiel. Peut-être un mot sur les ateliers que l'on prévoit de mettre en place avec nos différents publics. Est-ce que vous voulez évoquer rapidement ce que vous imaginez pour les ateliers ? Donc l'idée, ça serait de faire des ateliers qui soient à la fois orientés sur la valorisation des fonds des archives, et aussi de la bande dessinée. Du coup, notre objectif, c'est de faire travailler tous les publics. Du coup, ce sera des ateliers qui peuvent être orientés pour les enfants, mais pas seulement, qui peuvent être pour les jeunes adultes ou même les adultes. Et c'est de trouver un angle d'attaque qui leur permette de s'emparer du fond des archives. Ça peut être à la fois de tout, on va dire, le patrimoine iconique de Saint-Étienne, ça veut dire toutes les cartes postales de lieux emblématiques de la ville, peut-être de les détourner, peut-être par collage, peut-être d'en faire autre chose et créer une histoire avec ça. L'idée, voilà, c'est de les faire travailler autour de la bande dessinée, mais vu que ce sera des ateliers qui seront relativement courts, je pense que ce sera entre 2 heures et 3 heures max, ils n'auront pas le temps de faire une planche de Tintin. Du coup, ça sera quelque chose qui aura un travail qui peut être collectif, les enfants, un cadavre esquisse de bande dessinée ou des choses comme ça, et travailler à la peinture aussi en direct pour les faire à la fois dessiner et à la fois avec ces dessins qui feront raconter une histoire. Alors du coup, Adriana, premier rendez-vous à la médiathèque. Donc les premiers ateliers sont prévus le 25 août et le 27 août ici à la médiathèque à 10h du matin, c'est sur inscription.
Les raisons qu'on connaît, on se limite à 10 personnes. Voilà, et après, donc ça nous permet d'enchaîner avec la suite de l'année de la BD. La semaine juste après, le 3 septembre, on va avoir l'ouverture en fait, de notre programmation avec une exposition autour de Yves Chalon et une table ronde autour d'Yves Chalon. Et puis tout le long de l'année, on fera d'autres rencontres autour de la BD. Et pour ce qui est de la résidence, donc le rendez-vous un petit peu important qu'on prévoit à l'automne, c'est à l'occasion du week-end des Journées européennes du patrimoine. On espère du coup pouvoir organiser là sur le dimanche 20 septembre également un atelier, alors là qui sera plus avec des individuels qui se présenteront là encore en petits groupes, toujours pour les mêmes raisons, mais voilà, sur sans doute une autre forme d'atelier qu'on imaginera ensemble. Donc rendez-vous aux Journées du patrimoine. Les ateliers en partenariat avec le CHU se dérouleront également à l'automne. Et puis cette résidence donnera lieu, pour la clôturer, à une exposition qui présentera tout ce qui s'est fait durant ce grand moment, à partir de fin novembre 2020 et jusqu'en février 2021. Voilà, écoutez, merci à tous les quatre, merci à la médiathèque de nous avoir accueillis. Et puis rendez-vous dès la fin du mois d'août pour les premiers ateliers.